La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Chers élèves, nous voilà encore une fois pour vous présenter le cours aujourd'hui sur la méthodologie de la dissertation historique. Mais avant de commencer le cours, il serait bien quand même de rappeler certains gestes utiles. C'est-à-dire, nous sommes dans le contexte de la pandémie du Covid-19, appelé le coronavirus. Et vous savez sans doute, les autorités ont préconisé le port de masque obligatoire. Donc nous invitons tout un chacun, les élèves, les parents et l'ensemble des citoyens à adopter ces mesures préconisées par les autorités sanitaires et gouvernementales. Autre chose, donc il y a également les gestes barrières dont on parle, donc il faudrait quand même essayer qu'on essaie de respecter les gestes barrières, c'est-à-dire une distance de 1 mètre avec son interlocuteur, mais également ne sortir à la maison que si c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'on reste chez soi autant que c'est possible de le faire. Donc si nous adoptons tous ces gestes, bientôt nous allons retourner en classe pour faire les cours quand même de manière physique. Mais entre-temps, la plateforme qui vous est offerte, le Prépa, vous aide un peu à réviser les cours au niveau de la maison. Parce que si on reste des jours à la maison sans travailler, donc on risque quand même de perdre les acquis. C'est pour ça que nous sommes dans cette perspective d'aider les élèves à se maintenir à niveau, mais également de réviser un peu les concepts et les acquis déjà consolidés en classe. Donc, comme nous l'avions dit à l'entame, aujourd'hui on va réviser la dissertation historique. La dissertation historique. La dissertation historique, c'est un exercice que les élèves font depuis la classe de 4e. Donc, si vous vous souvenez bien, à partir de la classe de 4e, on fait l'initiation à la dissertation. Ensuite, en 3e, donc on reprend la méthodologie de la dissertation. En seconde, en première et en terminale, pratiquement, il n'y a pas de méthodologie, mais très souvent, dans le cadre des travaux dirigés, on propose aux élèves de faire des dissertations. Mais le constat qui est fait, aussi bien pour les évaluations au niveau de l'école, les compositions et les évaluations au niveau du bac, que 95%, voire même plus, des élèves évitent de faire la dissertation. Ils ne font la dissertation pratiquement que sous contrainte. Là où s'ils ne comprennent absolument rien du texte, ils se rabattent à la dissertation. Donc la dissertation n'est jamais le premier choix pour les élèves. Donc on constate que les élèves choisissent de ne pas choisir la dissertation. Alors que c'est une très grosse erreur. Parce que si on propose au bac, à la composition ou bien lors des devoirs d'évaluation, on propose des sujets. Donc il faudrait prendre le temps d'analyser tous les sujets et maintenant voir quel est le sujet qui semble être le plus abordable pour que vous puissiez maximiser vos sens pour traiter ce sujet. Mais on a vu malheureusement que pour la dissertation, les élèves systématiquement choisissent le commentaire de texte. Alors que pendant 4 ans, je l'ai évoqué, pendant 4 ans, voire 5 ans, parce que de la 4e jusqu'à la terminale, les élèves sont confrontés à la dissertation. En plus de la dissertation historique, ils font la dissertation littéraire. Il y a également la dissertation philosophique. Donc on voit que la dissertation, c'est un exercice qui est pratiquement commun. Okay. Et si on pose également la question aux élèves à savoir, c'est quoi la dissertation? Pratiquement, de manière théorique, les élèves peuvent restituer la dissertation, ou bien ils peuvent donner les différentes parties de la dissertation de manière mécanique. Mais ça, ce n'est que la partie théorique. Alors que le plus important, ce n'est pas
la théorie. Le plus important, c'est d'allier la théorie et la pratique. Karl Marx disait que la théorie sans la pratique, elle est stérile. Donc pour que vos connaissances ne soient pas des connaissances stériles, il faudrait associer aussi bien la théorie que la pratique. Et pour la théorie, donc c'est la dissertation. Pour la forme d'abord, donc on a trois parties. Naturellement, l'introduction, le développement et la conclusion. Ça, ce n'est pas une nouveauté, hein, parce que pratiquement tout le monde le sait, tous les élèves de manière assez mécanique. Donc, si on leur demande les trois parties de la dissertation, donc ils peuvent les restituer. Mais naturellement, donc ces trois parties également, donc il y a des sous-parties. Par exemple, quand on prend l'introduction, tout le monde le sait, l'introduction également comporte trois parties. Donc, il faut d'abord amener le sujet. Donc, poser la problématique du sujet et naturellement le plan. Donc, pour l'introduction, donc on doit avoir là ces trois aspects. Et bon, de manière théorique également, donc ça ne pose pas de problème si on demande ça aux élèves, donc ils restituent quand même ces trois parties. Pour le développement, il n'y a pas de souci. Pour le développement, c'est les différentes parties annoncées dans le plan, naturellement, qu'on va expliciter. Parce que ici, à l'introduction, on ne peut pas rentrer dans les détails, donc on ne donne que les aspects généraux. Et au niveau du développement, donc, on va expliciter les parties qu'on a annoncées donc, dans le plan. Et ces parties, naturellement, sont structurées. Parties, il faut une organisation des idées. Donc l'organisation des idées pour argumenter, on adopte ou bien on conseille aux élèves d'adopter la stratégie suivante. Il faut énoncer l'idée, expliquer l'idée et naturellement étayer l'idée par un exemple. Voilà. Donc l'argumentation se fait autour de ces trois aspects. Donc je donne un exemple concret. Quand je dis la Seconde Guerre mondiale a eu des conséquences négatives, ça c'est l'idée. Donc ces conséquences sont observables sur le plan humain, sur le plan matériel, etc. Donc, sur le plan humain, sur le plan matériel. Donc, sur le plan humain avec des millions de morts, plus de 50 millions de morts. Et comme exemple, la Pologne ou bien l'Allemagne a été le pays le plus touché et je donne donc un chiffre correspondant à ce pays. Donc j'ai respecté les trois étapes de l'argumentation. Donc l'idée, l'explication de l'idée et naturellement un exemple pour étayer l'idée que nous avons naturellement explicitée. Et toujours donc, concernant cette partie, donc la dernière, la conclusion, donc c'est une réponse à la problématique posée et on ouvre une ouverture du sujet. Donc on ouvre des perspectives pour le sujet. Donc ça c'est de manière théorique. Donc c'est ça la dissertation. Donc, si on l'explique de manière théorique. Mais il y a des nuances. Donc ici, cette dissertation, je dis bien, c'est sur le point de vue théorique. Mais à partir de 2014, avec le bac IOMOA, donc il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été introduites. Donc des réformes ont été introduites pour aider les élèves à aborder davantage, à mieux aborder la dissertation historique. Donc, je crois qu'il y a quelques soucis avec là. Vous voulez m'aider? Merci beaucoup. Donc je dis bien, à partir de 2014,
Donc à partir de 2014, avec le bac Pio-Moa, donc les réformes donc, là, du bac Pio-Moa, donc un certain nombre de réformes, un certain nombre de règles a été initié pour aider les élèves à mieux appréhender donc, là, cet exercice de la dissertation. Parce qu'on avait constaté que les élèves avaient beaucoup de difficultés à aborder naturellement le sujet, je vous l'ai dit. Mais d'autres difficultés se trouvaient également au niveau des correcteurs. Parce que au bac ou bien dans les examens certificatifs, il y avait donc une multitude de versions ou bien donc, là, des malentendus entre les correcteurs. Et ça réduisait un peu les chances des élèves à réussir cet exercice. C'est pour cela, fort de ce constat et bien sûr d'autres constats, que les réformes ont été introduites donc, au niveau du bac Pio-Moa. Et on parle donc là d'une évaluation critériée. Évaluation critériée. Donc maintenant, l'exercice de la dissertation obéit à un certain nombre de critères qui sont dégagés. Maintenant, de manière concrète, on peut évaluer le travail de l'élève. Et il y a également donc, plus de sens que les corrections donc, des professeurs donc, lors du bac ou du BFM, qu'il n'y ait pas de divergence de correction donc, entre les différents correcteurs. Et cette évaluation critériée, naturellement, donc, repose sur un certain nombre d'objectifs à atteindre, n'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle des critères d'essai, des critères minimaux au minimum et des critères de performance. Donc, dans une dissertation, maintenant, donc, si on est devant une copie d'un élève de terminale ou bien des autres classes même, donc il faudrait qu'on donne un certain nombre de clés pour évaluer le travail de l'élève. Donc, est-ce que dans ce travail de l'élève, il y a la cohérence? Est-ce que les idées sont cohérentes? Ça, c'est le premier critère. Est-ce que les idées sont pertinentes? Est-ce qu'il y a donc les critères de cohérence, les critères de performance et donc les critères de performance, mais maintenant c'est est-ce que l'élève écrit comme donc utilisation, donc maintenant toujours pour les critères donc minimales, il y a également utilisation des concepts. Utilisation des concepts, de la discipline. Utilisation des concepts de la discipline. Donc, l'utilisation des concepts, quand on appelle l'utilisation des concepts, par exemple, quand un élève traite de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien quand un élève traite de la guerre froide, donc il va parler des relations Est-Ouest. Donc il va, l'élève naturellement doit évoquer la crise de Cuba, etc. Ça, c'est des concepts donc, clés de la leçon. Et si vous regardez bien, naturellement, les profs, donc, pour expliquer ces cours, ils insistent sur un certain nombre d'événements, ils insistent sur un certain nombre d'aspects. Et toujours, je peux parler également de la doctrine Truman, de la doctrine Zhudanov, etc. Ça, sont des concepts clés donc, de la leçon concernant la guerre froide. Vous voyez, donc c'est ça qu'on appelle l'utilisation correcte donc, là, des concepts, l'utilisation des corrects. Ça, c'est des critères, donc on appelle ça des critères minimaux. Donc si on est devant une copie de dissertation d'un élève de la classe de terminale, donc on doit retrouver ces aspects-là, donc les critères de cohérence. Les critères de cohérence, est-ce que le sujet est bien amené? Est-ce que la problématique est bien posée? Est-ce que le plan, naturellement, est bien amorcé? Est-ce qu'il y a une adéquation entre donc, le sujet,
donc la problématique est le plan, ça c'est un. Est-ce que le plan qui a été annoncé, c'est donc les différentes parties du plan qui ont été annoncées, est-ce que c'est ces différentes parties qu'on retrouve dans le développement? Ça c'est de la cohérence. Ok. Est-ce que la conclusion également donc, répond à la problématique posée au départ? Ça, ce sont des critères donc, là, de cohérence. Vous voyez? Donc, ici, on a donc, là, des critères qui sont dégagés. Et je dis bien, ça, c'est à partir donc, des réformes introduites par le bac UEMOA à partir de 2014. Et si on regarde bien également donc, les différents sujets ou bien les différentes propositions de correction, donc on retrouve donc ces différents aspects. Et il y a ce qu'on appelle des critères de performance. Donc performance. Donc ça c'est le minimum. Au moins l'élève doit faire ça. Au moins. Maintenant si on retrouve dans la copie de l'élève donc le respect de ces critères minimaux, donc l'élève peut espérer avoir la moyenne. En plus, s'il y a ces critères minimaux et qu'on retrouve également donc, des critères de performance, c'est-à-dire une utilisation, donc respect des règles de grammaire, donc respect des règles. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle une présentation. Donc, il faudrait que la copie soit présentable, hein, parce qu'il faudrait éviter de faire des ratures ou bien de rendre une copie illisible, parce qu'il y a certains élèves qu'on lise difficilement. Donc, et tout ça également ça entre en compte donc, dans la notation. Donc, si l'élève respecte ces éléments plus ces éléments, donc il peut espérer avoir donc là une note assez élevée. Donc on a des critères minimaux, on a des critères de performance. Donc les performances, si on donne un exemple, là, quand un athlète fait une performance, c'est-à-dire qu'il a dépassé les limites de l'ordinaire, donc il est dans une autre dimension. Et également ça, on attend de l'élève, donc on attend ça donc, de nos élèves, donc de respecter ces différents critères qui ont été donc, là, énoncés. Et donc vous voyez, aujourd'hui, l'élève a donc le maximum de sens pour aborder donc, la dissertation, parce que ici on tient compte de tous ces aspects pour l'aider à avoir une bonne note. Donc vous n'avez plus d'excuses ou bien vous n'avez plus de raison à ne pas choisir la dissertation. Donc, les efforts que vous faites en choisissant le commentaire, si vous en faites autant, donc vous allez réussir vos dissertations. Et il faut également s'exercer. Donc quand il faut s'exercer à la maison, il faut s'entraîner à faire la dissertation. Parce que pour parvenir à faire des performances, si on donne l'exemple des athlètes que j'ai cité tout à l'heure, mais les athlètes, pour pouvoir faire des performances, mais ils font des entraînements. Donc ils sont constamment, donc ils essaient de repousser leurs limites. Et ben, l'élève également devrait en faire autant, s'inscrire dans cette même dynamique, de faire des exercices à la maison et naturellement, donc là, de se donner un calendrier de travail plus ou moins rigoureux. Donc c'est ça qui fera que donc, vous allez réussir donc, ces différents, cet exercice qui d'emblée peut sembler compliqué, mais en réalité, donc c'est un exercice qui est incontournable. Je dis que ici, en tout cas au Sénégal, pour tous les concours et examens que les élèves font, naturellement, il ne peut pas se passer de la dissertation. Donc il faudrait qu'ils se mettent à l'exercice donc, là, de cette dissertation. Donc pour revenir toujours donc, aux explications que nous avons tenté de donner donc, tout à l'heure sur l'évaluation critériée, sur les critères minimaux, les critères de performance et d'autres même par donc là des critères associés. Donc on peut évoquer d'autres critères. Mais donc ces deux critères que nous avons donc élaborés sont des critères quand même qu'on exige donc là des élèves. Donc il faut le concis. Donc
Pour les sujets de dissertation de maintenant, depuis les réformes introduites, il y a donc la partie relative au contexte et la partie relative à la consigne, donc aux différents consignes. Et pourquoi c'est important d'observer le contexte et la consigne? Donc c'est toujours pour pouvoir évaluer donc là les critères que nous avons dégagés. Donc je donne un exemple concret donc pour le sujet du bac de l'année dernière. Donc on a eu pendant la période allant de 1945 à 1900, donc ça c'est le contexte d'abord. Donc on a donc pendant la période allant de 1945 à 1955, donc pendant la période allant de 1945 à 1955, oui, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est l'Asie du Sud-Est, je crois que c'est bien écrit, hein? Donc c'est le bac. Donc l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est donc fut le théâtre de lutte pour l'émancipation. L'Asie du Sud et le Sud-Est, je crois que c'est bien noté. Donc l'Asie du Sud et du Sud-Est fut le théâtre d'opération, etc. Donc après je ne vais pas conclure. Donc ça c'est le contexte. Donc on voit maintenant pour tous les sujets de dissertation que vous avez, donc aussi bien dans au niveau de l'école, les évaluations de contrôle continu, ou bien de composition, ou bien donc, au niveau du baccalauréat. Donc on a d'abord le contexte. Le contexte, on donne un certain nombre d'outils à l'élève, donc un certain nombre de références donc, à l'élève, pour que l'élève puisse donc, plus tard mobiliser les ressources. Mobiliser les ressources. Donc, et d'où l'élève tire les ressources. Les ressources sont tirées des différentes leçons donc abordées en classe. Tirer donc là les ressources sont les leçons, les différentes leçons, parce qu'un sujet de dissertation en classe peut porter sur une leçon, ça peut porter sur une partie d'une leçon, ça peut porter sur plusieurs leçons. Comme par exemple, c'est le cas pour ce sujet du bac de l'année dernière. Donc ce sujet portait donc, sur plusieurs leçons, ça portait sur la leçon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous voyez, c'est un sujet qui fait appel à la capacité de synthèse de l'élève. Et si l'élève ne sait pas de répertorier toutes ses ressources pour mobiliser donc, ses connaissances donc, afin de traiter ce sujet, l'élève peut avoir un traitement partiel donc, là, du sujet. Donc le sujet peut être bien compris, mais la prise en charge des préoccupations du sujet peut être donc traitée de manière assez partielle. Donc l'analyse ne sera pas globale, ce sera donc une analyse partielle ou parcellaire. Et c'est ce qu'on veut éviter donc là aux élèves. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on donne le maximum d'éléments. Parce que toujours seront donc là les critères du bac UEMOA. Donc la question doit être concise. On parle d'une question univoque. C'est-à-dire ce dont on va demander à l'élève, je viens de répéter ici, ce dont on va demander à l'élève, donc c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de concis. Pourquoi il est important de demander quelque chose donc, de concis et de précis à l'élève? C'est parce que on va l'évaluer suivant donc là, ces critères. Et ces critères-là doivent avoir une certaine adéquation avec donc, naturellement les questions qui seront posées à l'élève. Donc toujours pour ce sujet, donc, on a la deuxième partie, c'était la consigne. Donc après avoir identifié les acteurs, dégager les formes de lutte. Donc identifier les acteurs.
dégager les formes de lutte. Les formes de lutte. Identifier les acteurs. Donc vous voyez la consigne. Consigne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous demande. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que le sujet vous demande de faire? Le sujet vous demande d'identifier les acteurs. Ça, c'est très clair. Quels sont les acteurs de la lutte pour la décolonisation de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est? Identifier les acteurs. Donc ça, c'est très clair. Donc vous voyez que la consigne, elle est très claire. Ensuite, dégager les formes de lutte. Donc vous voyez, ça c'était différent. Donc là, des anciens sujets de dissertation. Les anciens sujets de dissertation, donc ça pouvait aller dans tous les sens. Mais maintenant, avec la nouvelle formule là, les dissertations, donc les sujets de dissertation sont structurés de façon vraiment assez pertinente. Différent donc là des anciens sujets de dissertation. Par exemple, nous, quand on faisait les classes de terminale ou autres, on pouvait venir nous dire, voilà, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Point. Voilà. Mais ces types de sujets sont maintenant caducs. Ces types de sujets sont révolus. Donc ces types de sujets sont dépassés. On ne peut plus nous donner. Ou bien, que pensez-vous donc là des conséquences de la Seconde Guerre? Que pensez-vous? Bon, la pensée, moi je peux penser de telle manière, l'autre peut penser de notre manière. Et chacun peut développer selon sa pensée et chacun va être quand même dans sa logique. Et ici, on voit qu'on n'a pas ça. Donc ça, c'est un sujet où ce qui est demandé à l'élève est explicité de façon précise, identifier les acteurs. Les acteurs de quoi? Quels acteurs? Donc les acteurs de la décolonisation de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est qui sont illustrés entre 1945 et 1955. Donc on voit ici, contrairement aux autres sujets, l'élève n'a pas besoin même de construire son triangle de raisonnement. Parce que pratiquement le triangle de raisonnement est déjà dégagé par le sujet. Parce que dans les anciens sujets, on nous demandait de faire un triangle de raisonnement. Quand vous avez un sujet, il fallait demander quel est le thème abordé par le sujet. Le sujet parle de quel thème? Ensuite, donc quelle est la périodicité? Donc là, la période, le temps. Le temps. Ok, le thème du sujet, donc le temps et l'espace concerné. Le thème, le temps et l'espace. Et regardez ces anciens. Et si on regarde, par exemple, cette situation, on a ici le thème du sujet. On parle de la décolonisation. Le temps, on nous a donné 1945, 1950, 55. Maintenant, l'espace, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc ici, on n'a pas besoin de dégager le triangle de raisonnement. Ça, c'était avec les anciens sujets. Mais maintenant, avec les nouveaux sujets, donc pratiquement, tout a été donné à l'élève. Donc l'élève a maintenant tous les ingrédients maintenant pour faire son travail. Alors que ce n'était pas le cas. Donc il fallait ici demander, donc si on dit quelle est la Seconde Guerre mondiale, bon, on dégage. Quel est le thème? Donc, on va parler de ça, la Seconde Guerre mondiale, période 1939-1940, 45, l'espace, la Seconde Guerre mondiale, on va essayer de trouver l'Europe, l'Asie, etc. Donc ça, c'était à l'ère de construire. Je dis bien, tout ça, pratiquement, on peut ne plus avoir besoin de cela, parce que maintenant, avec les nouveaux formats du bac IOMOA, depuis 2014, donc on a la prise en compte donc là, de ces différents éléments. Donc ici, donc si vous observez bien, avec l'exemple du sujet que nous avons au tableau, donc il suffit à l'élève de lire tout court, de lire attentivement le sujet, comme tous les autres sujets d'ailleurs, parce que avant d'aborder une évaluation, donc il faut d'abord faire l'effort de comprendre. Et donc ici, quand on lit,
naturellement, on a les différentes parties qui sont déjà observables, identifiables, et ces parties, naturellement, seront prises en compte dans le cadre de la problématique, parce que pour reformuler, donc on va reformuler de telle sorte que ces sujets-là, enfin, ces différentes parties apparaissent, mais également dans le plan, également prendre en compte les différentes parties qui sont dégagées par la consigne, parce que la consigne va nous demander de faire ce travail-là. Donc, vous voyez, donc c'est maintenant, donc c'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus concret parce que donc on aura à évaluer donc avec des critères. Est-ce que l'élève respecte, comment dirais-je, le concept de la discipline, identifier les acteurs. Maintenant, quand on prend l'Asie du Sud-Est, on va prendre naturellement l'Inde. Donc, si vous avez déjà fait ça en classe, les acteurs qui se sont illustrés à la décolonisation, par exemple, de l'Inde, vous aurez Gandhi, vous allez le citer dans le texte, vous aurez Nehru, vous aurez également Mohamed Ali Jinnah, c'est le sujet qui nous demande d'identifier les acteurs. Donc on aura naturellement, comment dire, Ho Chi Minh pour l'Indochine, on aura Bao Dai, etc. Donc, et pour l'utilisation correcte donc là, des concepts, naturellement, on aura, comment dirais-je, le parti du Congrès en Inde, la Ligue musulmane, ça c'est les concepts dans la leçon. On aura également le Viet Minh, etc. Le Viet Cong, le Viet Minh, le Parti du Congrès, le BJP, etc. Donc vous voyez, donc ça, ce sont donc des éléments qui concernent donc la leçon bien, qui concernent la décolonisation de l'Inde, qui concernent la décolonisation en Indochine. On pouvait également, donc on a parlé de l'Asie du Sud-Est, on pouvait parler également donc là de Mao, le parti communiste chinois, etc. Le parti communiste, etc. Donc ici, quand on aura à évaluer l'élève pour ce sujet du baccalauréat, donc on va observer est-ce que donc ces différents éléments donc de l'utilisation donc là des concepts, des différents éléments de pertinence, est-ce que ça se retrouve quand même dans ce sujet-là? Donc vous voyez, ça c'est de manière donc assez claire. Et on a demandé ici également de dégager les formes de lutte, par exemple. Pour dégager les formes de lutte, donc on va voir les formes de lutte qui sont dégagées. Donc on va voir une décolonisation passive, une décolonisation pacifique, une décolonisation pacifique dans le cas de l'Inde, bien sûr. Une décolonisation également, mais également violente dans le cas de l'Indochine. Parce que le sujet nous demande de dégager les formes de lutte. Donc, vous voyez, ça, c'est de manière assez concrète. Donc, on n'a pas à faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est naturellement le sujet qui nous a donc orienté sur cela. Et maintenant, pour pouvoir ressortir ces différents éléments, c'est là une autre difficulté de la dissertation. Pour ressortir ces éléments, naturellement, il faut avoir une maîtrise des cours. Il faut avoir une maîtrise des cours. Et il faut se le dire pour la vérité. Parfois, cette maîtrise des cours pose problème. Parce que pour pouvoir maîtriser le cours, il faut apprendre. Donc les leçons, il faut également se documenter. Parce que avant que le prof n'aborde le cours, naturellement, il va donner un certain nombre de supports pédagogiques. Et sur ces supports, il y a des indications précises
sur certains auteurs, sur certains personnages clés donc, dont on va aborder dans la leçon. Et parfois, on ne peut pas entrer en détail, dans les détails concernant les leçons, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais c'est à l'élève, après donc, avoir reçu une indication sur les personnalités, sur les événements et autres, donc d'approfondir un peu sur le cours. Au moins, même s'il ne peut pas approfondir, au moins donc, essayer de maîtriser donc, là, ce qui est dans le contenu donc, des différentes leçons développées. Mais parfois, on observe qu'il y a des difficultés à ce niveau. Donc il y a parfois des confusions assez terribles. Peut-être c'est une des raisons qui explique le problème de choix de la dissertation. Donc je l'ai dit à l'entame, je crois qu'on doit le répéter, que tous les collègues en histoire et en géographie observent que les élèves choisissent de manière générale de faire le commentaire à la place de la dissertation. Et je le répète encore une fois, parce qu'on dit que la répétition a des vertus pédagogiques, donc on ne peut pas se passer de la dissertation. La dissertation est un exercice essentiel dans le cursus scolaire et universitaire, et même professionnel. Donc, parce qu'on ne peut pas, je n'ai pas connaissance, on ne peut pas réussir un concours au Sénégal en ignorant donc là, la méthodologie de la dissertation. Parce que je ne connais pas de concours où il n'y a pas au moins une épreuve de dissertation qui est présentée aux élèves. Ce n'est pas une dissertation littéraire, c'est-à-dire une dissertation en français, c'est une dissertation en philosophie, ou bien une dissertation en histoire ou en géographie. Donc vous voyez, c'est un exercice quand même qui croise très souvent le chemin donc, là, des élèves, et dont les élèves doivent faire quand même l'effort de maîtriser. Donc les élèves doivent faire l'effort quand même de comprendre. Donc vous voyez, si on récapitule, donc vous voyez, c'est cela. La dissertation historique donc, comporte trois parties que sont l'introduction, le développement et la conclusion. Pour l'introduction, il y a donc l'élève doit donc, amener le sujet à partir de l'idée générale, ou bien d'une autre porte d'entrée. Les techniques sont assez nombreuses. Poser la problématique. Problématique, certains appellent ça poser le sujet. Annoncer le plan. Le plan, c'est les différentes parties qu'on va retrouver dans le développement. Mais maintenant, le développement, c'est une explication, une explicitation donc là, des différentes parties annoncées dans le plan. Et je dis bien, cette explication obéit à ce principe. C'est-à-dire on énonce l'idée, on explique l'idée et on appuie l'idée par un exemple, si possible. Donc c'est la démarche, en tout cas conseillée. Pour la conclusion, c'est une réponse à la problématique posée et une ouverture donc, vers d'autres perspectives. Donc ça, c'est les connaissances théoriques. Et je disais, pour évaluer cette dissertation, donc il y a eu une évolution dans la formulation donc, là, des sujets à partir donc, là, des réformes introduites donc, en 2014, qu'on appelle communément le bac UMOA. Donc pour ces réformes donc, introduites, on a parlé maintenant d'évaluation critériée. Donc l'évaluation doit répondre à un certain nombre de critères. Donc les élèves doivent donc, comment dirais-je, satisfaire un certain nombre de critères. Donc, les critères sont hiérarchisés. Il y a ce qu'on appelle des critères minimaux. Les critères minimaux, c'est le minimum que les élèves doivent faire pour réussir leur exercice. Et ces critères minimaux sont les critères de cohérence. Ce qu'on dit doit être cohérent, donc, suivant une structuration donc, de la pensée. Donc les critères de performance, les critères de cohérence, les critères de pertinence, donc ça doit être pertinent, parce que dans une dissertation, on cherche à convaincre son lecteur de la discipline. Pour chaque leçon, il y a des concepts clés donc, que l'élève doit maîtriser. Donc, et ces concepts-là, dans le cadre du raisonnement,
Donc ces concepts doivent être utilisés donc, judicieusement par l'élève. Donc j'ai dit tout à l'heure, ici, il fallait, donc par exemple, en parlant de l'utilisation correcte des concepts, donc ici, l'élève, par exemple, pour ce sujet dont nous avons parlé, les élèves ici doivent parler naturellement du Gandhi, de Ho Chi Minh, de Mao, etc. De parler également du Parti communiste, de la Ligue musulmane, du Viet Minh, etc. Donc ça c'est une utilisation du concept. Ça c'est ce qu'on appelle des critères minimaux. Ensuite il y a des critères de performance. Donc on attend, les critères de performance ne sont pas satisfaits par tous les élèves. Voilà, il y a certains qui ne font que, qui ne satisfont pas tous les critères. Mais maintenant, la note va y dépendre. Si on observe sur une copie que l'élève respecte donc ces différents éléments qui sont dégagés, en plus de ça, que l'élève également rend une copie lisible, une copie qui n'a pas de rature, une copie qui n'a pas beaucoup de fautes, n'est-ce pas? Naturellement, l'élève aura satisfait les critères de performance et on va également attribuer une note à ces critères de performance. Donc, vous voyez, c'est un peu cela. Donc, il faudrait en penser à cela. Il faudrait également, je l'ai dit, je le rappelle, observer ce qu'on nomme les sujets, parce que maintenant, les sujets, on observe deux parties. Donc, il y a le contexte. Le contexte donne un peu à l'élève un certain nombre d'éléments. Donc, le contexte donne à l'élève un certain nombre d'éléments pour pouvoir aller mobiliser les ressources. Les ressources. Donc, c'est l'utilisation de ces ressources qui va permettre à l'élève d'aborder le sujet. Donc, le contexte donne des éléments sur la mobilisation des différentes ressources. Je dis bien, les ressources sont les différentes leçons. Les ressources, pour l'élève doit mobiliser, ce sont les différentes leçons abordées en classe. C'est les supports présentés par le prof lors de la réalisation du cours, mais également c'est la documentation de l'élève suivant les indications que l'élève suivant les indications que l'élève a reçues en classe ou bien de par sa curiosité intellectuelle. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des ressources. Et je dis bien une dissertation, c'est pour ça qu'il est important d'analyser une dissertation pour porter sur une leçon. Une dissertation pour porter sur une partie d'une leçon. Une dissertation également pour porter sur plusieurs leçons. J'ai donné le cas de ce sujet précis. Je n'ai pas écrit le sujet en entier, mais pour ce sujet, je dis bien, c'est le sujet du bac de l'année dernière, bac 2019. Donc ce sujet devait mobiliser comme ressources la leçon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, vous voyez un sujet qui mobilise autant de leçons. Et 9, donc 9, il y en a 9, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, donc 9, 1, 9, 2, 9, 3. Donc, vous voyez, ce sujet devrait mobiliser autant de leçons. Et je dis, pourquoi il est important de répertorier les différentes ressources à mobiliser pour la résolution du problème. Parce que si on ne mobilise pas, on ne fait pas une analyse assez profonde du sujet et on ne mobilise pas assez de ressources, on peut aborder le sujet, mais de manière partielle. Donc le sujet ne sera abordé que de manière partielle. Donc le sujet ne sera pas traité dans son entièreté. Donc on va aborder que certains aspects du sujet. Et naturellement, si on aborde certains aspects du sujet, il y aura des problèmes de pertinence qui vont des problèmes de pertinence qui vont se poser parce que le sujet ne sera pas pris entièrement en compte. Et donc c'est c'est quelques difficultés notées dans les copies des élèves. Et je dis aujourd'hui, la consigne, qui est la deuxième partie du sujet, le contexte consigne, la consigne indique clairement
d'après les critères donc là, du bac pro 1, donc indique clairement ce que l'élève doit faire. Donc là, on parle de consigne univoque, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'interprétation. Ce qu'on demande à l'élève doit être clair et concis. Voilà. J'ai donné l'exemple. Ici, par exemple, on a demandé à l'élève d'identifier les acteurs de la décolonisation. Identifier les acteurs, c'est bien clair. Identifier les acteurs. Ici, on a demandé à l'élève de dégager les formes de décolonisation. De dégager les formes de décolonisation. Ça, c'est assez clair. Donc, maintenant, identifier, dégager. Donc, c'est plus long encore. Donc, on a même demandé de déterminer le rôle donc là, des rivalités Est-Ouest. Déterminer les rôles. Déterminer le rôle des rivalités Est-Ouest. Des rivalités Est-Ouest. Donc, vous voyez, les rivalités Est-Ouest. Donc, ici, déterminer, dégager, identifier. Donc, vous voyez, donc on demande à l'élève de faire des choses assez précises. Et donc, ici, chaque consigne, ou bien chaque partie de la consigne, doit correspondre à une partie donc là, de votre raisonnement. Donc, vous allez dégager, je vais énumérer quelques acteurs là, dégager quelques acteurs, de dégager les formes de décolonisation. Ok? Donc, on a parlé de décolonisation pacifique, de décolonisation violente. Donc, on a dit déterminer le rôle, déterminer le rôle des rivalités Est-Ouest. Donc, le rôle des rivalités Est-Ouest. Des rivalités Est-Ouest. Le rôle des rivalités Est-Ouest. Donc, quand on peut déterminer les rivalités de rôle Est-Ouest, donc il faut mobiliser les connaissances de la leçon 2. Parce que c'est dans la leçon 2 qu'on va aborder donc la guerre froide. Ok? Il faut également mobiliser les connaissances donc à la leçon 3. La leçon 3, c'est où on aborde la révolution chinoise. Donc la révolution de Mao en 1949. Donc, parce que ici, les rivalités Est-Ouest, naturellement, issues de l'après-seconde guerre mondiale, ont influencé la guerre civile en Chine. Donc, Mao, qui est communiste, était soutenu par l'URSS. Ok? Comment dirais-je? Le parti nationaliste de Jiang Jiechi, ou qu'on appelle Chiang Kai-shek aussi, qui était, donc son parti qui était nationaliste, était soutenu par les États-Unis. Et on sait que les États-Unis ont été les principaux acteurs des rivalités Est-Ouest. Donc, vous voyez, donc ces derniers ont été soutenus donc, par cela. Donc, ici, pour traiter cette leçon, donc, il faudrait également aller mobiliser ces ressources-là. Donc, ici, la leçon numéro 4, les causes de la décolonisation, leçon numéro 5, les formes de décolonisation donc, vont nous aider à déterminer donc, la forme pacifique, la forme donc, violente. La leçon numéro 6, naturellement, sur la décolonisation en Inde, va nous aider à identifier donc, là, les différents acteurs de la décolonisation. La leçon numéro 7, relative également à la décolonisation en Palestine, donc va nous donner également des indications sur, sur toujours ces rivalités Est-Ouest. La leçon numéro 8, la décolonisation en Algérie. Donc, parce que la dernière partie de la leçon, c'est de voir quelles sont les conséquences de ces décolonisations en Asie, en Afrique. Et on sait que la décolonisation en Indochine, la victoire indo-chinoise sur les Français à la bataille de Dien Bien Phu en 1954,
va influencer les nationalistes algériens à déclencher donc là le Toussaint Rouge, donc là du 1er novembre 1954, 1er novembre 1954. Donc la décolonisation en Algérie, leçon 8, et en leçon 9 également. Donc la décolonisation en Afrique noire, par exemple la décolonisation en Guinée-Bissau ou bien en Angola, etc. On va retrouver de même les rivalités Est-Ouest. Donc vous voyez, pour une seule leçon, enfin pour un seul sujet, donc on a donc énormément de ressources à mobiliser pour venir traiter donc là ce sujet-là. Et donc là, il faudrait un effort de synthèse, donc là des élèves, un effort de synthèse, donc pour pouvoir mobiliser toutes ces ressources-là pour aller. Donc il faudrait également avoir à l'idée que, comme je l'ai dit, une dissertation peut porter sur une partie d'une leçon. Par exemple, on peut parler simplement de la crise des fusées de Cuba. Une dissertation peut porter sur toute une leçon, donc parler donc là, des rivalités Est-Ouest de 1947 à 1991, toute une leçon. Une dissertation également peut porter donc là sur un ensemble de leçons, comme nous avons l'exemple au tableau que je vous ai dit, le bac de l'année dernière, où il fallait donc mobiliser la leçon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, parfois, énumérer cela, ça peut faire un peu peur aux élèves, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, ici, ce n'est pas très compliqué quand même de mobiliser toutes ces ressources. Pour ce faire, il suffit tout juste donc là, de lire le sujet. Et dans les anciennes, dans les classes inférieures, on vous dit d'abord, si vous avez en face de vous un sujet de dissertation, la première des choses à faire, c'est de lire le sujet. La deuxième chose à faire, c'est de souligner les concepts clés, donc les mots essentiels. Donc c'est ces concepts clés que vous allez souligner qui vont vous permettre d'aider à comprendre. Ensuite, on vous demande de définir donc une définition des concepts. Donc par exemple en philosophie, d'ailleurs, ils sont formels. Donc on vous demande une définition conceptuelle. Mais ici également, aussi bien en histoire, en géographie, donc si vous soulignez les mots clés, si vous définissez les mots, ça vous donne une compréhension encore plus profonde donc là, du sujet. Parce que si vous comprenez les concepts donc là, dégagés, mais naturellement, vous pouvez aborder donc, la leçon avec ou bien vous pouvez aborder votre exercice en toute quiétude. Mais généralement, certains élèves également, ils ont des difficultés à appréhender certains concepts. Ou bien ils veulent expliquer ce concept-là. Donc là, ils veulent expliquer certains mots de leur contexte pour pouvoir donner donc là, un autre sens. Parfois, ça biaise un peu ou bien ça bloque la compréhension donc là, des élèves. Donc, je dis bien, donc les sujets de maintenant, un élève qui fait un peu attention peut réussir aisément donc là, sa dissertation, parce que c'est donc là des sujets dont on facilite l'élève à aller mobiliser ses ressources. C'est des sujets également dont on facilite l'élève à orienter sa réflexion, à orienter sa pensée. On a donné un exemple concret ici, donc là, de choses à faire à l'élève, que l'élève va identifier, que l'élève va dégager, que l'élève va déterminer. Donc vous voyez que c'est des choses concrètes qu'on a demandé à l'élève. On pouvait par exemple demander à l'élève qu'en pensez-vous. Si on dit à l'élève qu'en pensez-vous, mais ça c'est beaucoup plus complexe à aborder. Ici, on demande exactement qu'est-ce que l'élève a à faire. Et je dis bien, ces sujets, donc là du bac au mois maintenant, donc ces sujets du bac au mois, donc permettent à l'élève de ne pas construire ce qu'on appelait donc, auparavant le triangle de raisonnement. Parce qu'ici, on demandait, donc, parce que les sujets qu'on donnait étaient des sujets ouverts, des sujets un peu vastes, des sujets qui allaient dans tous les sens. C'est pour ça qu'on demandait auparavant donc, aux élèves, si vous avez devant vous un sujet, donc il faudrait donc, se poser la question à savoir quel est le thème abordé par le sujet. Quel est le thème ici? Par exemple, le thème peut être la décolonisation, par exemple. En tout cas, c'est à l'élève de trouver quel est le thème abordé. Quel est le temps concerné par le sujet, et ou bien quel est l'espace concerné par le sujet. Donc,
Et je dis bien, bon, quand on regarde ici, on a la réponse à toutes ces questions. Quel est le thème qui est abordé ici? C'est la décolonisation. Quel est le temps? Donc indiqué, le temps c'est de 1945 à 1954. C'est le temps abordé. Quel est l'espace? Donc l'espace c'est l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est et bien sûr l'Afrique. Donc voyez, on n'a pas besoin maintenant, donc dans certains types de construire le triangle de raisonnement parce que le triangle est inclus maintenant dans le sujet. Donc vous voyez que ça facilite la compréhension. Alors que là-bas, auparavant, il fallait donc faire tout ce travail-là pour pouvoir réussir. Donc, par contre, dans d'autres sujets où l'élève a des difficultés de compréhension, s'il le veut, il peut faire ce triangle de raisonnement qui est conseillé, ce triangle de raisonnement. Donc là, quel est le thème abordé par le sujet? Quel est le temps concerné? Parce que un sujet d'histoire, ça concerne toujours donc, une périodicité. Donc l'histoire, c'est une périodicité. Et quel est l'espace concerné? Parce que quand on parle, par exemple, de la guerre froide, ou bien des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, on le demande où? Des conséquences de la Seconde Guerre mondiale en Europe, ou bien en Afrique, ou bien en Asie. Parce que donc, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale en Afrique, la Seconde Guerre mondiale a conduit à la décolonisation des territoires africains. Donc, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les conséquences, c'est la destruction de l'Europe et la perte des colonies de l'Europe, donc la perte des colonies africaines et asiatiques. Les conséquences de la décolonisation en Asie, c'est l'émergence naturellement de certaines puissances communistes comme la Chine de Mao, comme comme l'Indochine de Ho Chi Minh, ou l'éclatement des deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Bon, ici même, tout à l'heure, en parlant des rivalités Est-Ouest, des conséquences de ces rivalités Est-Ouest, j'aurais même dû dire également donc, la partition, la division de la Corée à Est et Ouest, la Corée du Nord qui était donc soutenue par l'URSS et la Corée du Sud soutenue par les États-Unis, ou bien de la Chine même, donc la Chine, République populaire de Chine soutenue par les États-Unis et naturellement la partition de la Chine avec l'île de Formose, qu'on appelle aujourd'hui Taïwan, qui était soutenue par les Américains. Donc vous voyez, toutes ces divisions de ces pays donc, sont issues des rivalités Est-Ouest et également sont issues donc, là, des conséquences de la décolonisation. Donc vous voyez, pour cet exemple, on pouvait donner l'ensemble de ces éléments et ça allait permettre donc, naturellement donc, aux lecteurs de pouvoir jauger de la cohérence, de la pertinence, de l'utilisation des concepts et également du respect des règles grammaticales et du respect également du respect de la présentation donc, là, de la copie. Donc vous voyez, c'est un peu cela. Donc la dissertation, c'est pas compliqué, bon, c'est un peu compliqué théoriquement, mais avec la pratique, avec les exercices, avec l'aide également donc là, de vos encadreurs, des enseignants, donc vous pouvez quand même surmonter ces difficultés. Parce que je vous l'ai dit ici, pour les critères, pour performer, les athlètes ont besoin d'aller sur le terrain, d'aller donc s'entraîner, d'aller faire des défis, de relever des défis. Ici également, l'élève pareil, pour performer, l'élève a besoin naturellement d'aller, de faire des exercices, de se perfectionner et naturellement de se faire rectifier et donc accepter donc là d'avancer. Mais si on reste simplement à la maison en faisant de l'évitement, c'est-à-dire en ne traitant que le commentaire ou bien en traitant que d'autres et ne jamais s'exercer à la dissertation, donc le jour où vous voulez faire la dissertation donc en composition ou bien en examen de baccalauréat, ça risque d'être compliqué. Je l'ai dit, il ne faut pas choisir de ne pas choisir donc la dissertation. On vous a donné des exercices au choix, donc 2 exercices au choix. Donc il faudrait aborder, lire les deux. Lire la dissertation, lire beaucoup plus abordable. Il faut l'aborder. Si c'est le commentaire, naturellement, il faut prendre le commentaire. Mais il y a beaucoup même qui ne lisent même pas la dissertation. Donc il suffit tout simplement qu'on le donne
donc, les épreuves et ils vont plonger immédiatement donc, à choisir le commentaire. Je vous ai dit qu'à l'école, les évaluations de contrôle continu ou bien au bac, pratiquement, donc on peut tomber sur 60 copies, donc seuls 2 ou 3 élèves choisissent de faire la dissertation. Alors que tout ce dont j'ai énuméré ici, donc ce sont des choses qui militent en faveur de l'élève. Donc c'est des critères qui militent en faveur de l'élève, des critères qui aident l'élève à avoir donc là, une bonne note. Donc, et si l'élève est conscient des opportunités offertes, mais naturellement, il n'a qu'à les saisir et donc maximiser ses sens dans les exercices scolaires. Et donc j'espère que vous allez, à partir d'aujourd'hui, vous exercer donc, sur donc, ces types d'exercices que sont la dissertation historique, ce qui nous concerne en premier, la dissertation philosophique et la dissertation naturellement, l'idée d'aujourd'hui qui portait sur la dissertation. La prochaine fois, donc, nous allons aborder en détail le commentaire historique et nous allons également revenir sur un certain nombre d'exemples concrets et relever également un certain nombre de difficultés dont les élèves sont confrontés. Donc voilà, nous vous remercions tout le monde d'avoir suivi le cours et nous attendons également vos questions, vos suggestions également sur certains aspects. Au besoin, nous pouvons revenir avec d'autres exemples donc là, de dissertation. Et en classe, on évite, comme vous avez certainement remarqué, on évite de traiter une dissertation de manière standard. Parce que généralement, quand le prof traite un sujet de dissertation, il donne un exemple donc là, de dissertation traitée en classe. Les élèves ont tendance à reprendre. Donc l'exercice qui a été traité en classe, les élèves ont tendance à reprendre l'exercice. Ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, parce que ici, la dissertation, la réflexion sur la dissertation obéit à la consigne. Donc on peut parler un sujet. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des Valeurs.